Et ce qui est compliqué, c'est que dans cette course, c'est vrai que le Rwanda est devenu le hit parade, celui sur lequel nous tirons, mais nous ne voyons pas ce qui est dans l'ombre très souvent. Et c'est ce qui est dangereux. Ce qui est visible devant vous ne vous tuera pas. Ce qui est invisible, c'est celui qui est plus dangereux parce qu'il travaille dans l'ombre et vous vous demandez pourquoi le conflit ne se termine pas. Pourquoi le conflit ne se termine pas? Le Rwanda n'est pas capable d'affronter l'armée congolaise, même la population congolaise sans armes. Les Ouazalendo les ont tenus en échec. Que notre président regarde autour de lui. Qu'est-ce qu'il a comme serviteur, comme conseiller, comme leader surtout du Nord Kivu, qui devait lui donner toutes les stratégies pour libérer la province des envahisseurs. Vous vous rendrez compte actuellement que ceux qui sont autour du président, qui sont des leaders du Nord Kivu, c'est chez eux par où le M23 est entré comme un couteau qui passe dans le beurre. Ça doit vous dire quelque chose de profond. Pendant que d'autres communautés, comme notre communauté les Hutus, vous avez vu combien la résistance à Bunagana a demandé que l'armée ougandaise vienne pour essayer d'aider le M23 à conquérir les terres. Donc, en principe, nous sommes responsables, nous, les gens du Kivu, mais il y a une communauté qui facilite encore plus l'infiltration à l'entrée des ennemis de la paix au Congo même. Et ils sont autour du président. Et ça, vraiment, je le regrette et je le dis sans embâche, tant que nous aurons des hommes et des femmes qui ne disent pas honnêtement au président ce qu'il faut faire, qui ont des intérêts, ce sont les grands business de Kigali, ce sont les grands propriétaires de comptoirs de diamants et d'or en Ouganda, nous aurons des difficultés incroyables. Et moi, j'ai toujours dit que actuellement, nous avons une grande chance que le numéro un, je peux le dire, le numéro un de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, est un homme qui vient de la, voilà, qui vient de la région. Et je suppose vraiment que dans ses attributions, il va trouver des vrais éléments du Kivu capables de l'aider à ce que sa mission de pouvoir remettre la paix au pays, au Congo, et spécialement au Nord Kivu, soit faite correctement. Moi, je vous assure que les ressources sont là. Ce n'est pas tout le monde du Kivu qui est collabo du Rwanda. Nous sommes doublement en diffusion sur la radio comme sur la télévision, en direct de New York avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, reçoit pour vous le professeur Emmanuel Sokioba. Ce dernier n'est pas à sa première occasion sur nos antennes. Nous l'avons réinvité pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Alors, nous n'allons pas nous retarder sur des présentations puisque c'est quelqu'un qui est bien connu. Et je l'ai présenté ici comme professeur. Il est spécialiste en économie. Nous allons toucher quelques points de l'économie et en tant que spécialiste, il va nous éclairer un tout petit peu. Mais de toute façon, parlons un peu de l'actualité dans ce grand pays appelé la République démocratique du Congo. Bonjour, professeur Emmanuel Sokioba. Bonjour, mon frère Don. Alors, je vous ai invité spécialement aujourd'hui, sachant que vous avez été à Kinshasa, vous avez été dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, avec vous, nous aurons de la vraie information que les informations que nous recevons sur l'Internet. Alors, dites-nous brièvement, professeur, comment vous avez retrouvé la République démocratique du Congo après plusieurs années passées aux États-Unis? Vous étiez scandalisé, vous étiez émerveillé. Qu'est-ce qui vous a piqué de l'arrivée à l'aéroport d'Ndjili, professeur Sekioba? Merci beaucoup, mon frère. Hein. En fait, c'est un voyage de découverte, hein, même si
J'y ai été aussi l'année passée, au mois d'avril. Je viens de là il y a à peine un mois, effectivement. J'ai fait 3 semaines dans la ville de Kinshasa. J'ai visité la ville de Goma. Eh bien, la situation que je trouvais à Kinshasa est une situation explosive, hein. Vous arrivez d'abord en Jili, il y a eu quand même des améliorés, il y a eu quand même quelques points très très positifs. Par exemple, la question du visa n'était pas un problème. Et là, je vais en profiter pour dire merci beaucoup à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il nous facilite la tâche, nous qui avions l'habitude d'envoyer nos passeports à d'ici et attendre des semaines pour avoir le visa. Et donc, c'est quand même une avancée considérable. De là, je ne veux pas entrer dans trop de détails parce qu'il y a trop de mystères dans le Congo. À chaque jour, c'était une découverte incroyable et pas nécessairement une bonne découverte, hein. C'est-à-dire des situations qui vous laissent bouche bée, vous laissent réfléchir, vous demandez, mais comment en sommes-nous arrivés là? Voilà. Vraiment. Alors, ce qui est intéressant est que vous avez été là, vous avez trouvé les nôtres. Bah, je sais, quand vous vous retrouvez là-bas, il y a tout quelque chose de nouveau, puisque apparemment, il y a une transformation exagéré de Kinshasa à Goma. Il y a des multiplications, des multiplicités de constructions, des métamorphoses à tout point de vue. Alors, parlez-nous un peu de Goma, puisque quand je vois Goma, le Goma que moi j'ai connu dans les années 80 et le Goma actuel, c'est le jour et la nuit, hein? Absolument, oui. Le Goma des années 80 avait une partie de souvenirs coloniaux. C'est-à-dire, il y avait un centre-ville qui avait été laissé par le Belge et ce centre-ville a été complètement rasé par l'éruption volcanique. Hmm. Alors, la ville de Goma s'est déplacée un peu comme si on allait vers Massissi, vers Buhimba, mais l'ingéniosité des peuples congolais, surtout les amis qui sont à l'Est, ont fait que Goma est parmi les villes jolies, hein. Il suffit d'y Et mettre, très propre même, hein? ouais, ouais, il suffit d'y mettre un peu plus de bitume dans certains quartiers, vous croyez que vous êtes peut-être en Suisse ou quelque part ailleurs. Euh, il y a aussi une remarque que je peux appeler sociale, les comportements, surtout de ceux-là qui nous impressionnent plus, les motards, Mhm. la circulation routière. Mhm. C'est une ville aussi congestionnée comme certains coins de Kinshasa, mais vous trouvez quand même que les gens sont un peu plus disciplinés là-bas qu'à Kinshasa. J'ai Et vu déjà les motards avec des casques, contrairement à ceux-là qui sont à Kinshasa. Vous sentez qu'il y a l'existence de l'État, donc les gens sont ordonnés à peu près. effectivement, parce que les problèmes à Goma finissent par se résoudre d'eux-mêmes, hein, les problèmes de circulation. À Kinshasa, mon Dieu, chaque jour, pour moi, c'était un jour de miracle. J'étais basé à la cité Maman Boutou et quand vous quittez là-bas pour aller à Lipen, il fallait toujours l'intervention de la police et des fois de la garde républicaine. Oh my God. Ce n'est quand même pas sérieux, ce n'est quand même pas bon, et surtout quand certaines autorités, surtout les autorités militaires, sont à la source de beaucoup de problèmes de circulation à Kinshasa. Ils mettent pour une route, je peux dire, de la cité verte à Lipen, c'est une route qui devait avoir maximum 2 bandes. Ils en créent une troisième à eux. Et qu'est-ce que vous voyez? Quand c'est un général, un colonel qui passe avec son escorte là, maintenant les motards en profitent pour aller derrière lui. Donc maintenant, ça devient quoi? Il vient de créer une autre colonne et il suffit qu'il y ait un petit embouteillage devant pour que vous tous, vous commencez à vous regarder comme des chiens de faïence et puis les insultes, mon frère, à Kinshasa. Hmm. Vous êtes un paisible citoyen, vous regardez ce qui se passe et vous trouvez que les gens s'insultent comme si il n'y avait pas de civilisation, quoi. Vous sentez un peu, moi je ne voudrais pas que les gens m'attaquent, vous sentez quand même l'absence un peu de l'autorité disciplinaire à Kinshasa. C'est vraiment un coin où carrément chacun a son chemin, hein, et il croit que ce qu'il fait c'est bon pour lui et donc ça doit être bon pour les autres, ce qui n'est pas le cas. Vraiment, vraiment. Alors, c'est dommage. Bon, on avance de toute façon. Alors, pour aujourd'hui, professeur Emmanuel Sekioba,
Je vous ai invité pour parler de 4 points très importants sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Le point 1, mais je ne veux pas suivre l'ordre, je vais d'abord les énumérer et puis nous allons les discuter au fur et à mesure en désordre. Donc le point 1, nous allons parler de l'affaire de tentative d'évasion à Makala. Nous allons parler ensuite des arrestations des opposants en République démocratique du Congo. Le point 3 sera sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, avec la trêve de cette même guerre en entendant les négociations de l'Angola. Et enfin, nous allons parler un tout petit peu du domaine où vous êtes spécialisé. Parlant du forum de coopération sino-africaine qu'on appelle en abrégé FOCAC, en présence d'une cinquantaine de dirigeants du continent africain. Le président chinois a promis un soutien financier de 50 milliards de dollars à l'Afrique pour les 3 prochaines années. Alors, sans plus tarder, je voudrais parler un peu de l'affaire des tentatives d'évasion à Makala. Et cette fois-ci, je ne veux plus entrer dans la polémique des morts, la polémique du désordre. Ça, c'est connu de tous. Le président est revenu de la Chine. Il a tapé le poing sur la table. Mais ici, je voudrais évoquer un problème très capital, professeur Sekioba, en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que chrétien. Il y a eu viol des femmes dans cette institution qui devrait, en principe, protéger ces femmes-là. Les femmes de tout âge, vieilles, jeunes et enfants qui étaient là-bas ont été systématiquement violées, sans assistance à nos jours. Aucune assistance médicale, aucune assistance psychologique. Qu'est-ce que vous en dites quand vous avez appris de cela, professeur Emmanuel? Merci beaucoup pour cette question, mon frère. D'abord, laissez-moi présenter mes sincères comment, regrets de voir que des personnes qui devaient être protégées par la loi, même si ils étaient incarcérés pour des raisons que je ne connais pas, moi je ne suis pas juriste, qu'ils aient été victimes de cette façon, surtout nos mamans, nos sœurs, et dans ces conditions que jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu l'assistance, que ce soit, je crois, de notre gouvernement, je n'ai rien entendu de ça, que ce soit des organismes internationaux qui ont tendance à pointer du doigt les quelques problèmes que nous avons au pays. C'est triste. La prison centrale de Makala est une prison qui était construite, je crois, pour moins de 3000, au moins de 2000 détenus, 1500, 1500. 1500 détenus. Aujourd'hui, vous trouvez 15 000 et certains parmi eux, pour avoir commis des bavures qui ne méritent pas qu'ils soient mis dans des maisons de détention. Des hommes qui, à cause de leur position sociale, mettent leurs frères pour une perte de batterie, pour un vol de cell phone, les arrachant de leur famille et qui, par accident, comme ce qui vient de se passer avec cette évasion, ils meurent, donc sont violés. C'est quand même trop, trop injuste. Nous devons trouver comment régler tout ce problème qui ronge notre société. Oui, mais je voudrais que vous insistiez un peu sur ces viols-là. Ces viols-là, ça me fait très mal parce que quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. Je voudrais que vous donniez un peu votre point de vue, puisque nous avons assisté à ces viols systématiques dans l'Est de la République par les sanguinaires tortionnaires Paul Kagame. Et cette fois-ci, c'est arrivé au niveau de siège de nos institutions nationales. Et vous avez à la tête du gouvernement une femme, Maman Judith Siminois, qui est première ministre. Elle a appris de cette histoire. Elle n'était pas loin de Kinshasa. Elle était au Congo, au Bas-Congo, Central. au Congo central. Elle a appris de cette bavure. Elle est venue 48 heures après. Parce que le président était en dehors du pays de toute façon. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me fait très mal, professeur Emmanuel. Vous avez introduit votre opinion avec les femmes de l'Est. Une situation qui est malheureuse. Les femmes qui ont été violées par les rebelles, les bandits, les terroristes qui viennent du Rwanda,
Et aujourd'hui, c'est au sein de notre institution judiciaire où les Congolais, je suppose que ce sont les Congolais qui sont allés violer nos mamans qui sont en train de purger une peine. Mon souci ou mon souhait, c'est de voir ceux-là qui sont condamnés. D'abord, c'est qu'il y ait une investigation qui va pouvoir déterminer qui sont les fauteurs de troubles et que ces fauteurs de troubles soient punis exemplairement. Si ils étaient incarcérés pour 1 année ou 2 ans, je voudrais les voir doubler ou tripler cette peine-là, jusqu'à aller même à la peine de mort, parce que nous avons assez pardonné. Et c'est ce genre de comportement d'impunité dans notre pays qui nous amène à trouver une société à la dérive, une société où les gens sont devenus pratiquement des animaux. Vous êtes en prison, vous allez violer des mamans qui sont en prison et cela n'est pardonnable par personne. Je m'excuse. Cela n'est pas pardonnable par moi et n'est pas pardonnable par qui que ce soit. Et vous l'avez dit, sans assistance locale, c'est-à-dire nationale ni internationale. Ouais. Et il faut le dire, puisqu'il y en a qui disent qu'elles étaient violées par plus de 5 hommes. Et fatalement, il y a certaines qui sont tombées enceintes, certaines ont été infectées. Mais il n'y a aucune assistante médicale, professeur Sekioba. Monsieur Don, je crois que ce que nous faisons, vous et moi maintenant, c'est un appel que nous lançons à notre gouvernement. C'est un appel que nous lançons à notre première dame, maman Nyakeru. Maman Nyakeru. C'est un appel que nous lançons à notre première ministre, Madame Seminois, Son Excellence. Il ne faut pas que des actes comme ça restent impunis, qu'elles y mettent tous les moyens possibles pour identifier les malfrats et les punir exemplairement jusqu'à la peine de mort. À la communauté internationale qui a toujours voulu pointer du doigt, nous voulons leur aide. Ce n'est jamais mauvais de demander quand on est en difficulté, n'est-ce pas? Actuellement, les mamans qui ont été violées, même, je peux dire, même ces hommes qui sont en prison, ils ont tous besoin d'assistance. Et que celui ou celle qui est capable d'apporter une assistance, qu'il le fasse ou qu'elle le fasse le plus vite possible pour ne pas continuer à perdre des vies humaines et des innocents, certains parmi eux. Et donc, à la première dame, Maman Nyakeru, à notre premier ministre, Judith Suminwa, nous voulons vraiment vous voir agir comme des dames de fer, sans froid aux yeux, punir ceux-là qui ont rendu nos mamans malheureuses doublement, parce qu'elles sont déjà en prison, et maintenant, aller les violer en prison, c'est pas acceptable. Ça, c'est être animal. Vraiment, c'est plus qu'animal, c'est vraiment inacceptable. Alors, nous rappelons à ceux qui nous suivent que vous êtes en direct sur Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Alors, professeur Sekioba, allons au second point. Le second point, c'est justement la coopération sino-africaine où le président chinois a promis avec pompe 50 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Et cela, ça sera échelonné pendant 3 ans. Quelle est votre analyse de ce fait? Est-ce qu'une histoire à acclamer ou bien il y a une histoire qui va nous amener à une réflexion profonde? Ce sont les deux. Acclamer dans quel sens? Nous avons besoin de l'aide. Et ce qui est dommage, c'est que faisons-nous cette aide-là si elle arrivait? Vous savez, très souvent, ces transferts de fonds, ce qui correspond avec d'ailleurs une petite spécialité que j'ai, les transferts des fonds d'investissement de l'étranger. Et ces transferts ne sont intéressants que quand ils viennent pour être les démarreurs du développement dans les États qui reçoivent ces dons-là. Oui, la Chine, qui est en train de se pointer comme les new néocolonialistes,
nous donne la chance d'avoir un accès à 50 milliards de dollars. Ce n'est pas nous les Congolais, c'est l'Afrique. Je ne sais pas comment ce montant sera partagé, mais c'est à nous de pouvoir utiliser cet argent à bon escient, par exemple chez nous au Congo, investir dans des domaines qui sont ce que moi j'appelle les fondamentaux, l'agro-industrie, les industries de base, la métallurgie, les industries donnent la chance aux gens de travailler en masse. Mais si cet argent arrive au Congo et que c'est le même comportement de ceux-là qui sont dans des positions privilégiées à les mettre en poche, ou aussi, il y a un autre problème que nous devons craindre. Vous savez que très souvent, les transferts qui viennent de l'étranger sont des transferts conditionnés par le paiement des dettes, par exemple, de la dette, une dette que nous ne connaissons pas, une dette coloniale. On vous dit qu'on vous a emprunté, on vous a donné un don de 50 millions de dollars, mais disent que nous retenons 20 millions parce que vous nous devez de l'argent. Ce genre de comportement, évidemment, serait malsain. Si la Chine nous donne 50 milliards de dollars, n'est-ce pas? Mhm. Et pour nos économies, je crois que ces 50 milliards de dollars se sont divisés à, je ne sais pas, 50 États, que chaque État a 1 milliard. Cet argent, s'il est Pendant investi 3 ans, ça fait pendant, 300 millions. C'est une euh, taux dans la mer. Hein. C'est comme si effectivement, oui. pour un pays comme le nôtre à problème, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais vous savez que cette sommet sino-africain a créé beaucoup de tollés sur la poêle. Il y a sur la voile, sur l'Internet. Il y en a qui critiquent ça négativement. Il y en a qui en font un moment de critiquer nos autorités. Mais en réalité, nous avons besoin de fonds pour faire avancer, ou pour faire démarrer nos économies. C'est question de choisir des secteurs clés dans lesquels on peut investir le peu que nous allons avoir. Alors, nous allons maintenant réfléchir ensemble, professeur Sekioba. J'ai fait des recherches là-dessus. Pendant que les gens parlaient, j'ai essayé un peu de fouiner, de savoir exactement qu'est-ce que cela signifie. Cet argent ne sera pas donné en liquide au pays Voilà de encore. l'Afrique. Ça, c'est de un. De deux, la grande partie de cet argent, environ 30 milliards, sera donnée aux entreprises privées chinoises qui viendront travailler avec des gouvernements de nos pays pour les infrastructures. Alors là, ça me rappelle ce qui s'est passé avant, les Belges en particulier. Les infrastructures, c'est-à-dire, vous ouvrez par exemple les réseaux ferroviaires. Ces réseaux ferroviaires, c'est pour amener des minéraux du point d'exploitation au point d'évacuation, c'est-à-dire de la mine à la mer pour mettre dans les bateaux et amener en Chine. Et vous allez apprendre aussi qu'ils sont en train de construire dans beaucoup de pays, si pas le port, ce sont les avions. Encore une fois, un moyen de faire évacuer ceux qui sont en train de récupérer chez nous. C'est pratiquement ce que les colons ont fait. Mais cette fois-ci, comme vous l'avez dit, c'est le néocolonialisme. Qu'est-ce que vous en dites? Et effectivement, je l'ai dit, cette situation entre l'Afrique et la Chine n'est rien d'autre que le new néocolonialisme. C'est-à-dire que maintenant, on a cru avoir demandé aux Européens de nous quitter et nous nous tournons pour aller ailleurs où on va nous frapper de la même façon. Si la question est de savoir est-ce que nous avons besoin des infrastructures routières? Oui. Est-ce que nous pouvons trouver des effets d'entraînement en dehors du fait que les Chinois, en fait, en réalité, les États n'ont pas d'amitié, ils n'ont pas d'amis. Ce sont des intérêts qui sont leur moteur d'investissement. Ils viennent investir pour qu'ils trouvent le moyen de pouvoir évacuer nos richesses chez eux. Mais est-ce qu'il y a des effets d'entraînement indirects qui peuvent nous permettre aussi d'en profiter? Très important. Je veux ajouter ceci, que ces routes, si elles sont bien construites et si le contrat est bien déterminé, et s'il n'évite pas le sous-sol congolais ou le sous-sol africain, on pourra peut-être utiliser les infrastructures laissées pour décoller, faire décoller nos économies.
Vous savez, le problème que nous avons chez nous, c'est que nous sommes toujours des consommateurs de biens produits à partir de nos propres matières premières à des prix très élevés, ce qui fait qu'en fait, nous resterons pauvres éternellement. Tant que chez nous, nous ne parvenons pas à détourner certains de ces fonds pour créer nos propres industries. J'ai parlé de l'industrie, par exemple, d'agroalimentaire, ventre fameux n'a point d'oreille. Les industries de base, la métallurgie de base, tu sais que chez nous, on ne sait même pas fabriquer un boulon de véhicule, on doit tout importer. Et c'est comme ça que nous, les Africains, nous sommes tombés toujours dans ce court-circuit. Nous ne savons pas nous tirer d'affaires. Nous n'avons pas un système financier à nous, propre à nous, qui peut nous permettre à ce que nous puissions investir lourdement dans les industries de base. Je parle bien des industries de base, pas les industries de pointe. Actuellement, chez nous au Congo, nous avons besoin plus des industries de base, pas à la haute technologie. Donc, en rentrant sur cette affaire de 50 milliards, si les Chinois, eux, viennent pour leur intérêt, c'est à nous, les Congolais, de voir comment est-ce que nous pouvons profiter aussi de cela. Voilà tout. Oui, mais ça, c'est bien. Donc, je continue toujours à réfléchir avec vous. Les entreprises chinoises qui viennent, selon mes recherches, et ce qui se fait déjà, prenons le cas du Congo, au Katanga en particulier, ils viennent avec leurs employeurs, leurs employés. Mhm. Donc, ils vous disent, écoutez, nous avons nos travailleurs chinois qui sont capables de travailler 24 heures sur 24 et nous serons capables de vous remettre les ouvrages que vous cherchez dans moins de temps que si nous utilisons vos main-d'œuvre qui sont qui sont paresseuses. Donc, c'est-à-dire, on va traîner beaucoup. Nous amenons nos Chinois qui vont travailler et vous remettre ce que vous cherchez en un temps record. Est-ce que vous ne voyez pas encore que c'est une somme d'argent? Dans les 50 milliards, il y a cet argent qu'on va utiliser pour l'outil de production, c'est-à-dire les machines, et on va utiliser cet argent pour payer les Chinois qu'ils vont amener, c'est-à-dire sur 100 travailleurs dans un projet, il y aura au moins 70 ou 70 Chinois et 30 Congolais ou Africains. Vous ne voyez pas que cette même somme d'argent reparte en Chine sans beaucoup plus de gains à l'Afrique. Absolument, ce que vous venez de dire, si le montage de tous ces projets est fait de cette façon, c'est malheureux pour nous, quoi. Nous allons endetter nos enfants, nous allons endetter nos pays, et en plus, nous allons leur donner nos biens gratuitement, pratiquement. Parce qu'une pierre qui sort du Congo, qui va en Chine et transformée, nous revient à un prix 10 fois plus cher. Ben, non seulement nous leur avons donné la richesse, nous devons aller chez eux pour chercher qu'ils nous aident encore. C'est vraiment malheureux. C'est une question difficile. C'est une question qui doit challenger ou être une compétition pour nous, l'intellect. Je ne dis pas l'intellectuel, les hommes, les femmes qui ont une capacité de réfléchir sur ces questions. Nous devons trouver comment dénouer cette situation-là. Mais je vous l'assure, tant que nous n'avons pas un système financier à nous, avancé, tant que nous ne nous basons pas sur l'installation des industries de base chez nous, nous sommes coincés. Nous sommes sérieusement coincés. Nous devrions réfléchir sur ces questions-là. D'abord, un système financier propre à nous, que nous gérons nous-mêmes, avec la possibilité d'être sur la bourse. Et là, nous pouvons trouver comment investir chez nous. Mais comment y arriver? C'est nous, les économistes, les financiers, toute personne de bonne foi, de nous mettre ensemble. Même si nous avons ce problème d'être éduqués dans différents pays qui ont des modèles tout à fait différents, des modèles économiques différents, il y a lieu que nous puissions nous mettre ensemble pour trouver un modèle approprié chez nous. Et la première chose commence par l'argent. Nous n'avons pas d'argent, nous n'irons nulle part. Nous allons demander l'argent, c'est celui à qui vous prête son argent qui est votre boss. Donc, en définitive, c'est une perte de temps que nos autorités ont dû faire en Chine, quoi. OK, alors maintenant, pour terminer dans cette réflexion,
Le président Félix Antoine Tshisekedi, aussitôt revenu au pays, il a appelé d'urgence une réunion interministérielle. Il a dit qu'il devait mettre en place une commission pour étudier comment avoir accès à cet argent qui profiterait à la RDC. Et entre autres, il a dit comme vous, donc cherchons à voir beaucoup plus dans l'industrie agroalimentaire. Alors, toujours dans mes recherches, et ce qui s'est dit pour la Chine dans le monde, la Chine est à la recherche des terres pour produire des éléments agricoles. Donc, c'est-à-dire il veut des produits agricoles Mhm. pour la consommation. Chez lui, il n'a pas de terres où cultiver. Partout où la Chine passe, elle cherche des terres. Donc, si ces terres-là produisent des sous-sols, les minéraux, la Chine se jette là-bas, mais si cette terre n'a pas de minerais, elle se jette dans l'agriculture et vous impose les produits agricoles à produire. Vous ne voyez pas encore que cet argent, les 50 milliards, ne vient pas pour la beauté de nos têtes africaines, mais pour leur intérêt toujours. Est-ce que vous ne voyez Abso- pas qu'il y a encore beaucoup à chercher à savoir et à a- travailler là-dessus? Absolument. Je crois que, sincèrement, ceux-là parmi nous, vous et moi et les autres, qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il y a des intérêts, la Chine viendra et comme tout colonisateur, il va tout faire pour maximiser le pillage qu'il va faire chez nous. S'ils prennent les ressources du sous-sol et que cela ne suffit pas, les ressources du sol, c'est-à-dire l'or vert, qui est l'agriculture, il va s'y mettre et amener sa technologie qui est très avancée, qui va tuer nos petits agriculteurs. C'est-à-dire, en définitive, si nous laissons la Chine, après s'être concentrée dans le domaine des mines, qu'on la laisse aller dans l'agriculture, nous sommes foutus, complètement foutus, et cela pour longtemps. Vous imaginez qu'à Kinshasa, où j'ai été, j'ai trouvé le high, tu vois, le high, ce qu'on achète, c'est importé. Tout ce que nous mangeons au Congo, c'est importé. Dans un Même de la pays, tomate. même de la tomate, dans un pays où les graines poussent partout. Et ça, c'est fait intentionnellement. Et il pleut toute l'année. Et c'est un pays à saison éternelle, à bonne saison éternelle. Si au-dessus de l'équateur, il fait chaud, en dessous de l'équateur, il fait frais pour produire, et vice-versa. Mais il faut comprendre aussi que le monde dans lequel nous sommes, c'est pas différent du Django. Les amis et les Occidents ne sont pas prêts à nous laisser faire ce que nous voulons Donc, faire pour jungle, tu nous-mêmes. voulais dire jungle alors. Oui, la jungle, Oui, ou la loi du plus fort, c'est ça. prime. Aujourd'hui, si nos industries, nos petites industries, l'agriculture par exemple, est en difficulté, c'est parce qu'au fait, le coût de production d'une tomate au Congo est plus élevé que le coût de production d'une tomate qui vient de l'Indonésie, qui vient d'où utilise la technologie. C'est ça. Mais si nous ne cherchons pas à sacrifier un petit temps et à fonctionner dans certains secteurs à vase clos pour essayer de nous développer, nous sommes foutus. Nous sommes complètement foutus. Donc, la Chine ne vient pas chez nous nous faire un cadeau. Non. Exactement. Donc, ça, j'ai voulu qu'on parle un peu de ça, puisqu'il y a des gens qui tapent le main. Ce qui est vrai, on n'a pas l'argent, mais au Congo, dire qu'on n'a pas l'argent, ce n'est pas acceptable, puisque euh, nous avons tout. Nous avons tout. Cet argent que la Chine nous prête, c'est l'argent que la Chine est en train de prendre chez nous dans nos minerais. Donc, la Chine prend chez nous et nous ramène l'argent en prêt. Donc, et nous rappelons à ceux qui nous suivent que vous êtes en direct sur Makolo Radio-Télévision depuis New York City avec Don Kayembe. Alors, le troisième point que nous allons évoquer aujourd'hui, professeur Sekioba, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus, c'est cette histoire quand Félix Tshisekedi se lance en campagne, il passe sur une radio à Kinshasa, on lui dit, dès que vous êtes élu, quelle sera votre première action à mettre en place? Il dit, je commence par fermer tous les cachots de MIAP, de ANER, de tous ces gens-là. On ferme tous les cachots. Et ça a été fait.
Mais aujourd'hui, nous avons encore les mêmes cachots qui s'ouvrent euh, à une vitesse vertigineuse, puisque tout le monde qui parle, tout le monde qui rit est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tout le monde qui parle, tout le monde qui bouge, tout le monde qui dit quoi est arrêté. Et plus précisément, on les appelle les opposants, ceux qui sont arrêtés. Mais moi, je vais donner mon point de vue personnel. Vous savez, quand on parle de la situation de chez nous, des gens qui se font arrêter, à moins qu'ils soient fautifs, ceux-là qui s'appellent des opposants, ce ne sont pas réellement des opposants. Ils s'opposent à qui? À quoi? Parce que dans un pays comme le nôtre, je crois qu'il y a toujours deux partis, un parti au pouvoir et un parti non au pouvoir. Et le parti au pouvoir agit pour l'intérêt de sa population. Et le parti non au pouvoir devait en principe être comment le contrôleur, le guide du parti au pouvoir pour leur permettre de pouvoir accomplir les promesses qu'ils ont dû faire à la population. Maintenant, les gens qui se font arrêter, j'ai appris beaucoup de ceux-là qui sont arrêtés. Certains, c'est parce qu'ils ont parlé, ils ont proféré des injures. D'autres, je pense que ils ont été accusés de vol d'argent de la caisse de l'État. Mais en principe, si cela est vrai, j'aurais souhaité savoir exactement pourquoi dans un pays comme le nôtre, les uns s'appellent les opposants pendant que nous avons besoin tous de nous mettre ensemble pour construire le pays. Et quand on se dit opposant, on ne vient pas avec des propositions concrètes pour résoudre le problème qui sont en train de L'opposition n'est pas décrier. là. L'opposition n'est pas là pour donner des propositions concrètes. Non, ils sont là pour faire échouer ceux qui font le pouvoir pour qu'eux prennent le pouvoir. Et, et, Ça, et c'est connu. voilà. Vous voyez ce qui se passe entre républicains et démocrates. On ne se fait pas des cadeaux. Oui, oui, mais donc, vous savez que jamais les républicains ne s'appellent opposants quand ils ne sont pas au pouvoir. Vous, vous Ils les avez s'appellent, appelés opposants. Moi, je n'ai pas dit opposants. Moi, j'ai dit les gens qui parlent, c'est-à-dire on est en train d'étouffer la liberté d'expression. C'est vous qui avez parlé de l'opposition. oui, donc la liberté d'expression au Congo qui est étouffée, c'est une question que notre gouvernement devait revoir pour éviter que des personnes qui expriment leurs opinions correctement ne soient pas lynchées injustement, mais que ce soit des opinions constructives. Moi, je ne pense pas, Non, pas nécessairement. Peut-être quand quelqu'un insulte, c'est la diffamation, on les traduit en justice par la personne, voilà. mais pas par le gouvernement de toute façon. Non, moi je voudrais me mettre du point de votre côté quand vous dites ceux-là qui insultent ou diffamation, ce sont eux qui doivent être arrêtés. Mais ceux-là qui émettent de points de vue contraires à celui du gouvernement, de points de vue qui sont corrects, ils n'ont aucun tort pour qu'ils se retrouvent en prison. Et c'est dommage si le gouvernement doit arriver à ce niveau-là. Si l'État congolais doit arriver à ce niveau-là, arrêter M. Don, arrêter M. Emmanuel ou qui que ce soit, parce qu'il a donné un point de vue qui peut être contraire au point de vue du gouvernement ou de qui que ce soit, mais un point de vue qui est correct, qui amène à une opinion qui peut aider le pays. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut arrêter cette personne-là. Donc, il faut qu'on arrête ces pratiques qui sont des pratiques qui nous dégradent, des pratiques qui ne nous laissent pas être respectés dans le monde civilisé actuel. Exact. Alors là, nous recommandons vivement au président de revoir les calculs avec l'ANR. Ceux-là qui le critiquent, en tant que président, ils ont droit de le critiquer. Ceux-là qui l'insultent, alors là, on les traduit en justice, puisque l'insulte, ce n'est pas une éducation qu'on donne tout à un peuple ou bien aux enfants qui y viennent. Mais quand on critique le système de gestion, là, c'est normal, c'est des francs jeux. On l'a fait aussi avec le système qui existait avant, mais néanmoins, d'arrêter les gens à tout bout de champ. Évidemment, il y a des gens qui dérapent. Par exemple, c'est que. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails pour citer des gens. Alors, professeur Sekioba, nous allons commenter maintenant le dernier point. Le dernier point, c'est la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes informé qu'il y a une commission qui travaille depuis plusieurs mois du côté Angola à Luanda avec le président Joao Lourenço, qui est le responsable ou bien la personne choisie pour la médiation. Mais les histoires semblent marquer le pas sur place. C'est aujourd'hui encore où notre
notre ministre des Affaires étrangères a rejeté toutes les propositions de l'autre côté, c'est-à-dire du Rwanda, pour donner comme préalable qu'il faudrait d'abord commencer par éradiquer les FDLR. Est-ce que FDLR, c'est une réalité dans cette affaire? Merci beaucoup, mon frère Don. Je vais aujourd'hui éviter de parler de l'influence de nos détracteurs européens, si je peux le dire comme ça. Focalisons-nous sur le Rwanda et la situation qui se passe au pays. Les accords de Luanda, même si je parle le document avec moi ici, j'ai une bonne idée de ce que les accords demandaient. Un, c'était qu'il y ait cessez le feu et que les hostilités cessent feu d'abord, puis qu'il y ait cantonnement dans le volcan Sabinyo, et puis Cantonné qui? cantonner les membres du M23, ceux-là qui sont en train de créer des problèmes au Congo, qui se disent qu'ils sont des Congolais, alors les cantonner pour les filtrer, savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas, et enfin, ceux-là qui ne sont pas Congolais devaient aller chez eux, d'autres, ceux-là qui sont Congolais, ils devaient passer par le processus du DDRCS. Je ne sais pas si vous connaissez ce département-là. Mais pourquoi le Rwanda part du FDLR? Le FDLR que l'armée rwandaise n'a pas pu déloger pendant que eux sont entrés au Congo officiellement, faisant tomber même beaucoup de fois, ils ont fait tomber un président de l'Assemblée nationale à l'époque. Ils sont venus au Congo et même avant ça, ils ont eu un chef d'état-major de l'armée qui s'appelait l'armée congolaise alors que c'était carrément le FPR qui était au Congo. Ils n'ont pas pu exterminer ces FDLR dont ils parlent. Ce sont des échappatoires du Rwanda. Et moi, je trouve que le gouvernement aujourd'hui, avoir dit niet, c'est une très, très bonne position. Parce que les tâtonnements que nous avons vus de notre gouvernement, c'est comme s'ils ne savaient pas qui sont les Rwandais. Le régime actuel du Rwanda, c'est un régime qui n'a pas honte de mentir. Non, et je crois qu'il y a des vidéos, pour ceux-là qui comprennent la langue qui parlent là-bas, le président Ladjari dit clairement que lui n'a jamais eu honte de mentir. Devant le public, oui, 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 oui. Et donc, il joue un jeu où je me dis, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, toutes ces années vraiment, ça fait déjà 6 ans, ou même 7 ans. Donc, vous n'avez pas encore compris que ces voisins du Rwanda ne sont pas déjà avec quel jouet. Et ce qui est grave pour moi, c'est que dans toute cette mafia, j'ai entendu une seule fois le porte-parole du gouvernement parler de l'Ouganda. Et l'Ouganda, c'est le moteur du chaos qui se trouve en Afrique centrale maintenant dans la région des Grands Lacs. Pourquoi dans toutes ces courses, pourquoi dans toutes ces négociations, l'Ouganda est devenu un mot difficile à prononcer par le gouvernement congolais? Pourquoi? Qu'ils nous disent la vérité. Parce que quand vous voyez profondément, regardez le jeu que le Kenya vient de faire. Après avoir été écarté dans le cadre de pays de l'EAC, le Kenya arrive à chercher à remettre ses militaires sur le sol congolais sous l'effigie de l'United Nations. C'est terrible. Aujourd'hui même, si le Rwanda a supposé qu'il disait qu'il se retire, alors que nous avons un contrat avec l'armée ougandaise, mais ça serait quoi? C'est ouvrir une porte qui sorte pour aller entrer par l'autre fenêtre. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi dans toutes ces négociations qu'ils font, même si le Rwanda, c'est la pièce maîtresse de ce conflit, mais l'Ouganda devait être pointé du doigt et que les deux quittent le Congo, plus la MONUSCO. Oui, Sinon, ça n'ira pas. ajoutez un peu un fait sur vos inquiétudes. Il faut pointer du doigt l'Ouganda, mais un problème que tout le monde se pose est de savoir, nous sommes en conflit ouvert selon plusieurs rapports de l'ONU et même des indépendants, que ce sont le bots de Kagame qui sont sur nos sols.
Mais pourquoi on ne peut pas vraiment couper carrément les relations diplomatiques avec le Rwanda? Une très bonne question et je crois que toi et moi, nous ne savons pas comment y répondre. Je ne suis pas un acteur politique actuellement à côté de son Excellence, Monsieur le Président ou le Premier ministre. La même question, je le poserai. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on ne construit pas un mur entre nous et le Rwanda? Pourquoi aujourd'hui, on a toujours l'ambassade du Rwanda au Congo, même si l'ambassadeur a été expulsé? Pourquoi nous gardons toutes nos relations? Mais ce qui est... Et notre ambassadeur est à Kigali. voilà. Et ce qui est compliqué, c'est que dans cette course, c'est vrai que le Rwanda est devenu le hit parade, celui sur lequel nous tirons, mais nous ne voyons pas ce qui est dans l'ombre très souvent. Et c'est ce qui est dangereux. Ce qui est visible devant vous ne vous tuera pas. Ce qui est invisible, c'est celui-là qui est plus dangereux parce qu'il travaille dans l'ombre et vous vous demandez pourquoi le conflit ne se termine pas. Pourquoi le conflit ne se termine pas? Le Rwanda n'est pas capable d'affronter l'armée congolaise, même la population congolaise sans armes. Les Ouazalendo les ont tenus en échec. Que notre président regarde autour de lui. Qu'est-ce qu'il a comme serviteur, comme conseiller, comme leader surtout du Nord Kivu, qui devait lui donner toutes les stratégies pour libérer la province des envahisseurs? Vous vous rendrez compte actuellement que ceux qui sont autour du président, qui sont des leaders du Nord Kivu, c'est chez eux par où le M23 est entré comme un couteau qui passe dans le beurre. Mhm. Ça doit vous dire quelque chose de profond. Pendant que d'autres communautés, comme notre communauté, les Hutus, vous avez vu combien la résistance à Bunagana a demandé que l'armée ougandaise vienne pour essayer d'aider le M23 à conquérir les terres. Donc, en principe, nous sommes responsables, nous, les gens du Kivu, mais il y a une communauté qui facilite encore plus l'infiltration à l'entrée des ennemis de la paix au Congo même. Et ils sont autour du président. Et ça, vraiment, je le regrette et je le dis sans embâche, tant que nous aurons des hommes et des femmes qui ne disent pas honnêtement au président ce qu'il faut faire, qui ont des intérêts, ce sont les grands business de Kigali, ce sont les grands propriétaires de comptoirs de diamants et d'or en Ouganda, nous aurons des difficultés incroyables. Et moi, j'ai toujours dit que actuellement, nous avons une grande chance que le numéro un, je peux le dire, le numéro un de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, est un homme qui Et vient Nord de Kivu la, aussi. voilà, qui vient de la région. Et je suppose vraiment que dans ses attributions, il va trouver des vrais éléments du Kivu capables de l'aider à ce que sa mission de pouvoir remettre la paix au pays, au Congo, et spécialement au Nord Kivu, soit faite correctement. Moi, je vous assure que les ressources sont là. Ce n'est pas tout le monde du Kivu qui est collabo du Rwanda, mais des éléments qui peuvent travailler dignement et sérieusement pour contrer les attaques qui viennent de l'ennemi du Rwanda et de l'Ouganda sont là. Ils existent. Les ressources sont là. Mais prof, il y a quand même des gens que le président Félix a fait confiance qui sont du Kivu, ou du Nord Kivu plus particulièrement. Je parlerai de Paluku, qui était l'ancien, celui qui a vraiment dirigé une province et qui a battu le record Le plus longtemps possible. depuis Mobutu à nos jours. Il n'y a aucun gouverneur qui a fait longtemps comme lui. Donc, il doit vraiment connaître les tenants et les aboutants de cette guerre. Il y a Zangui qui était là, que le président a fait confiance. Il y a même quelqu'un, le président encore a approché, qui était même acteur dans la guerre, c'est Nyamwisi, Mbusa Nyamwisi. Mais ces gens sont toujours auprès du président. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Non seulement ça, mais c'est chez eux encore où le M23 a eu des gens qui ont dansé pour eux. Expliquez-moi, c'est ce que je veux un peu comprendre. Si on doit faire confiance à des gens comme ça, on les amène, ils sont en train de se battre pour avoir de postes, mais ils n'aident pas le président à pacifier le pays. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'intérêt derrière. Absolument. Donc, ils Tout sont simple. juges et arbitres alors. Voilà. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça prend trop du temps pour que le président réalise cela.
et puis sans échanger les fusils d'épaule. Exactement. Et ça commence bien avec l'entrée de son Excellence Jacquemin au gouvernement, un homme de Massissi qui, en principe, connaît bien que Rutshuru regorge des ressources qui peuvent lui être trop utiles pour qu'on puisse arriver à en découdre correctement ou en freiner l'hémorragie qui connaît notre pays de ce côté-là. Rappelez-vous, pour ne pas vous couper rappelez-vous que Rutshuru, c'est l'un des territoires les plus compliqués parce que le Rutshuru a deux voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Donc, c'est le territoire dans lequel, en principe, le président devrait se baser pour trouver les pions, les vrais pions qui peuvent l'aider à dénicher ce qui ne va pas dans cette région-là. Je vous remercie, mon frère. On continue. OK. Donc, tout est dit, professeur. Alors, je voudrais qu'on en termine là. On a dit l'essentiel. Merci Et, beaucoup. je voudrais, en public, ici, vous demander encore un rendez-vous. On doit parler de votre visite à Kinshasa. On doit parler des infrastructures à Kinshasa. On doit parler des acteurs, les gens qui sont à Kinshasa, qui travaillent à Kinshasa pour l'intérêt de la nation, mais ils ne sont pas acceptés et on amène des escrocs à qui on fait confiance. Il faut qu'on en parle, professeur. Est-ce que vous êtes prêt à venir et parler sans l'eau dans la bouche, qu'on parle un peu, parce que moi je connais, il y a des gens qui travaillent là-bas, qui sont malmenés pour la simple raison qu'ils sont du Kivu. Moi, je suis très, très ravi que vous me posez cette question. Nous sommes des Congolais à part entière. C'est vrai que nous n'avons pas choisi de naître où nous sommes, mais quand on a un voisin comme Kagame et Museveni à côté de vous, vous avez de la matière à réfléchir. C'est pas tout le monde qui a bouffé avec eux, qui est pour eux, et je crois que les services présidentiels devraient arriver à trouver des éléments qui sont capables de le faire. Ma visite à Kinshasa, on en parlera. Une société dans laquelle le chaos est devenu le seul système à utiliser pour contrôler la population. Je vous remercie. OK, alors, professeur Emmanuel Sokioba, je vous remercie très sincèrement. Donc, ce qui me reste ici, c'est vous dire grand merci pour la prestation d'aujourd'hui. Et je voudrais vous donner une minute pour parler à deux personnes, au président de la République et au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Germain Chabani. Merci beaucoup, mon frère, pour cette opportunité. Si je dois parler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je veux commencer par lui dire merci, parce que c'est pour nous un héros. C'est lui qui nous permet aujourd'hui de nous sentir capables de pouvoir éteindre ou enrayer cet esprit maléfique des peuples qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres, qui devraient venir coloniser le peuple congolais et surtout massacrer sur leur passage les enfants et femmes innocents qu'ils jugent qu'ils peuvent les identifier. Ici, je parle du régime du Rwanda. Je félicite et je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir pointé du doigt. Il peut n'avoir pas créé des miracles, mais ce point-là, à lui seul, mérite pour moi un grand merci. Et l'informer que sincèrement, nous, même si je ne représente pas toute la communauté du Nord Kivu, nous sommes prêts à travailler correctement avec lui pour que la paix revienne chez nous et une paix durable. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, je crois, population. Affaires coutumières. Affaires coutumières. Je voudrais lui dire encore d'abord félicitations. Je sais que je l'ai félicité à maintes reprises sur la RTNC. Je voudrais aussi l'exprimer ce désir de le voir choisir dans tout le Congo des hommes et des femmes, que ce soit partout au Congo central, Kasaï, ainsi de suite, et surtout dans sa région natale, des hommes et des femmes qui pourront l'aider à bloquer l'hémorragie qui continue à tuer nos mamans,
à tuer nos frères et à détruire notre économie. Je vous remercie, mon frère. Ok, alors, professeur Sekioba, grand merci pour le temps nous accordé. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bye bye. À vous qui le suivez du début à la fin, je vous dis merci, grand merci du fond de cœur. Nous espérons que nous vous avions donné de la matière et que cette information que vous avez eue, c'est une information qui reste ouverte à tout le monde et nous sommes ouverts à tout celui qui voudrait venir ajouter de l'eau au moulin et nous allons continuer à parler. C'est pour l'intérêt de notre République. C'était votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City, et à la prochaine. Ciao.